Imaginez une nuit de juin, en 1815. Le ciel au-dessus de la Belgique est lourd, chargé de nuages. Dans une ferme isolée, un homme est assis seul à la lueur d'une bougie. Il a 50 ans. Son visage, autrefois tendu par l'ambition et la certitude, porte maintenant les traces d'une fatigue profonde. Cet homme, c'est Napoléon Bonaparte, et dans quelques heures, il livrera la bataille qui scellera à jamais son destin. Napoléon Bonaparte naît le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, une île qui venait tout juste d'être cédée par la République de Gênes à la France. Il est donc, par un hasard de l'histoire, français de naissance, mais d'origine et de culture profondément corse et italienne. Sa famille, les Bonaparte, appartient à la petite noblesse locale. Ils ne sont pas riches, mais ils ont assez de statut pour envoyer leurs fils dans de bonnes écoles. Et c'est ainsi que le jeune Napoléon, à l'âge de 9 ans, traverse la mer pour rejoindre le continent. À 16 ans, il est nommé sous-lieutenant d'artillerie. À cette époque, une carrière militaire pour un jeune homme de sa condition est honorable, mais sans éclat particulier. Rien ne laisse encore présager ce qui va suivre. Puis, la Révolution éclate, en 1789. Et tout change. Les anciennes hiérarchies s'effondrent. Les nobles fuient ou sont guillotinés. Une nouvelle France se cherche, et dans ce chaos, une place se libère pour ceux qui ont du talent et de l'audace. Napoléon a les deux en abondance. En 1793, il se distingue lors du siège de Toulon, une ville tenue par les royalistes alliés aux Anglais. C'est lui qui propose le plan stratégique qui permettra de reprendre la ville. Sa tactique est brillante. Les résultats sont immédiats. À 24 ans, il est nommé général de brigade. Le monde commence à prononcer son nom avec attention. Les années qui suivent sont une succession de victoires qui stupéfient l'Europe entière. En 1796, Napoléon prend la tête de l'armée d'Italie, une armée épuisée, mal nourrie, démoralisée. En quelques semaines, il la transforme. Il la galvanise par ses discours, la discipline par ses décisions et la mène à des victoires foudroyantes contre les Autrichiens. La campagne d'Italie dure moins de 2 ans. À son terme, Napoléon a signé des traités, réorganisé des républiques et humilié les grandes puissances d'Europe. Il rentre en France en héros. Les Parisiens l'acclament dans les rues. Le Directoire, le gouvernement républicain alors en place, le regarde avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Une nouvelle ère commence. Napoléon devient premier consul. Puis, en 1804, il franchit une étape symbolique d'une portée immense. Il se fait couronner empereur des Français, à Notre-Dame de Paris, en présence du pape Pie VII lui-même. La scène est restée célèbre. Napoléon prend la couronne des mains du pape et se la pose lui-même sur la tête. Un geste superbe, délibéré, qui dit tout de sa vision, il ne doit son pouvoir qu'à lui-même. Les années 1804 à 1807 représentent l'apogée de Napoléon. Sur les champs de bataille, il enchaîne les victoires qui défient la logique militaire. Austerlitz, en décembre 1805, reste encore aujourd'hui considéré comme son chef-d'œuvre absolu. Face aux armées coalisées d'Autriche et de Russie, Napoléon feint la faiblesse sur son flanc droit pour attirer l'ennemi, puis frappe au centre avec une précision chirurgicale. En moins d'une journée, il met en déroute une armée supérieure en nombre. Jena, Auerstedt, Friedland, les noms de ces batailles résonnent encore comme autant de coups de tonnerre dans l'histoire militaire européenne. Mais Napoléon n'est pas seulement un homme de guerre, il est aussi un bâtisseur d'une ampleur rarement vue dans l'histoire. Le Code civil, que l'on appelle encore aujourd'hui le Code Napoléon, est l'une de ses œuvres majeures. Il unifie et rationalise le droit français, posant les bases d'un système juridique qui influencera des dizaines de pays à travers le monde pendant des siècles. Il réforme l'administration publique, créant les préfets et sous-préfets qui organisent le territoire national. Il fonde la Banque de France, établit le franc germinal comme monnaie stable, crée les lycées pour former une élite de l'État et institue la Légion d'honneur pour récompenser le mérite sans considération de noblesse ou de naissance. À son apogée, l'empire napoléonien couvre une grande partie de l'Europe occidentale. Ses frères et ses généraux règnent sur l'Espagne, Naples, la Hollande, la Westphalie. La carte du continent a été redessinée. Les vieilles dynasties tremblent. Et Napoléon, depuis Paris, tire les fils de cet immense réseau de pouvoir. Il a épousé Joséphine de Beauharnais, qu'il aimait profondément. Mais comme elle ne lui donnait pas d'héritier, il la répudie en 1809 avec une froideur calculée qui lui coûtera beaucoup sur le plan humain. Il épouse ensuite Marie-Louise d'Autriche, fille de l'empereur d'Autriche, et avec elle aura le fils tant attendu, le roi de Rome. L'empire semble indestructible, et pourtant, les premières fissures sont déjà là. Nous arrivons maintenant au tournant de l'histoire. Au moment où tout bascule. À l'erreur qui donnera son titre à cette vidéo. En 1812, Napoléon décide d'envahir la Russie.
C'est la plus grande armée jamais rassemblée dans l'histoire moderne. La Grande Armée compte environ 600 000 hommes, issus de toute l'Europe. Des Français, des Polonais, des Italiens, des Allemands, des Espagnols, des Hollandais. Un empire en marche vers l'Est. Pourquoi cette décision? Le tsar Alexandre Ier a commencé à ignorer le blocus continental. La Russie recommence à commercer avec l'Angleterre. Pour Napoléon, c'est inacceptable. Il faut punir le tsar, le forcer à respecter les accords de Tilsit. Il anticipe une guerre rapide, quelques batailles décisives, une capitulation russe, un nouveau traité. C'est le schéma qui a toujours fonctionné. Mais la Russie n'est pas l'Autriche. Ce n'est pas la Prusse. C'est un empire d'une échelle différente, avec des distances que Napoléon n'a jamais affrontées, et une stratégie que ses généraux vont appeler avec mépris, mais qui sera absolument dévastatrice. Napoléon reste à Moscou 35 jours à attendre un message du tsar qui ne vient pas. Et pendant ce temps, l'automne arrive. Puis l'hiver. Le 19 octobre, Napoléon ordonne la retraite. Et c'est là que la catastrophe devient totale. L'hiver russe est l'ennemi le plus redoutable qu'il n'ait jamais affronté. Les températures chutent à -30, -40 degrés. Les soldats meurent de froid, de faim, d'épuisement. Les Cosaques harcelent l'arrière-garde sans relâche. De 600 000 hommes, il en rentrera moins de 100 000. C'est une destruction sans précédent. La Grande Armée, la machine de guerre la plus puissante du monde, a été anéantie. Non pas par une armée ennemie, mais par l'espace, le temps et le froid. En rentrant de Russie, Napoléon a perdu bien plus que des soldats. Il a perdu l'aura d'invincibilité qui avait été l'une de ses armes les plus puissantes. La nouvelle de la catastrophe russe se répand dans toute l'Europe comme une traînée de poudre. Les rois et les empereurs qui tremblaient devant Napoléon comprennent soudainement qu'il est vulnérable, que sa machine n'est pas infaillible, que l'heure est peut-être venue de reprendre ce qu'il leur a pris. En 1813, une nouvelle coalition se forme, la 6e. Et cette fois, presque toute l'Europe y participe. La Russie, la Prusse, l'Autriche, la Suède et la Grande-Bretagne. Napoléon reconstruit une armée des jeunes gens, des adolescents, que les Français appelleront les Marie-Louise, du nom de l'impératrice, car ils sont si jeunes qu'ils semblent avoir besoin d'une mère plutôt que d'un général. En octobre 1813, la bataille de Leipzig, que les Allemands appelleront la bataille des nations, est le plus grand engagement militaire de toute l'époque napoléonienne. Pendant 3 jours, Napoléon combat des forces 3 fois supérieures en nombre. Il est finalement contraint à la retraite. Le 18 juin 1815, Napoléon attaque la position de Wellington. La bataille aurait dû commencer tôt le matin, mais elle est retardée de plusieurs heures. Certains historiens évoquent la mauvaise santé de Napoléon ce jour-là, d'autres mentionnent les hésitations de ses maréchaux, d'autres encore pointent des erreurs de communication. Pendant des heures, les troupes françaises attaquent les positions britanniques qui tiennent ferme sur la crête. Wellington a choisi son terrain avec soin. Ses hommes sont protégés par la configuration du plateau. Et Napoléon attend, encore et encore, une brèche qui ne vient pas. En fin d'après-midi, ceux qui redoutaient d'arriver arrivent, les Prussiens, que l'on croyait trop affaiblis pour intervenir rapidement, apparaissent sur le flanc droit de l'armée française. Le maréchal Blücher a marché toute la nuit et toute la journée pour rejoindre la bataille. C'est la fin. L'armée française, prise entre les Britanniques de front et les Prussiens sur le flanc, s'effondre. La retraite devient une déroute. La garde impériale, cette élite absolue, ces soldats qui n'avaient jamais reculé, est brisée. Quand la garde cède, tout le monde comprend que c'est terminé. Le 22 juin 1815, Napoléon abdique pour la 2e fois. Il est envoyé à Sainte-Hélène, un rocher perdu au milieu de l'Atlantique Sud, à 2000 km des côtes africaines. Il n'en reviendra jamais. Sainte-Hélène est une île inhospitalière, balayée par les vents de l'Atlantique. Le domaine qui lui est assigné, Longwood House, est humide, mal entretenu, infesté de rats. Le gouverneur britannique, Sir Hudson Lowe, est un homme méfiant et mesquin qui traite Napoléon comme un prisonnier dangereux plutôt que comme un ancien chef d'État. Mais c'est ici, dans cet exil, que Napoléon accomplit peut-être sa plus grande œuvre politique. Il dicte ses mémoires, ses réflexions, sa version de l'histoire. Il travaille à construire sa propre légende avec la même application qu'il avait autrefois mis à construire son empire. Il se réinvente en champion de la liberté des peuples, en héritier de la Révolution, en victime des monarchies réactionnaires. Il forge le mythe napoléonien avec une habileté remarquable. Ils ne savent pas comment tuer un homme, aurait-il dit en référence à ses geôliers britanniques. Car il comprend que sa mort ne sera pas sa fin, ce sera le début de son immortalité. Quoi qu'il en soit, le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte meurt à Sainte-Hélène. Il avait 51 ans. Les médecins débattent encore aujourd'hui de la cause précise de sa mort. Cancer de l'estomac pour la version officielle, empoisonnement à l'arsenic pour certains historiens qui ont analysé ses cheveux conservés. Le mythe napoléonien est désormais pleinement établi. Victor Hugo, Alexandre Dumas, Stendhal, les plus grands écrivains du XIXe siècle, l'ont chanté, célébré, raconté.
Il est entré dans la légende. Alors, quelle est l'erreur qui a détruit l'empire de Napoléon? On peut évidemment pointer la campagne de Russie, cette décision de marcher vers l'Est avec une armée immense, dans un pays immense, contre un ennemi qui refuse de se battre selon les règles établies. C'est sans doute l'erreur la plus visible, la plus dramatique, celle qui a brisé la Grande Armée. Mais si l'on regarde de plus près, on voit quelque chose de plus profond. Napoléon était un homme de génie, personne ne peut le contester, mais son génie même était sa faiblesse. Il était incapable de s'arrêter. Il lui était impossible d'accepter une situation stable, un équilibre durable. Chaque peine n'était pour lui qu'une trêve. Chaque victoire appelait une nouvelle conquête. Il avait une conception du pouvoir qui ne pouvait pas souffrir de limites. Et dans un monde où les nations commençaient à s'éveiller, où les peuples réclamaient leur propre souveraineté, cette conception était condamnée. On ne peut pas diriger un empire d'une telle dimension par la seule force de sa volonté et de son génie. Napoléon n'a jamais vraiment compris cela. Ou peut-être le comprenait-il, mais ne pouvait pas s'y résoudre. Sa nature profonde était celle d'un combattant, d'un conquérant, pas d'un administrateur patient de la paix. Et pourtant, que reste-t-il de lui? Le Code civil, qui a influencé les systèmes juridiques de dizaines de pays sur tous les continents. Des institutions qui structurent encore la France d'aujourd'hui. Une réforme de l'éducation dont nous héritons toujours. Et un récit, cette histoire extraordinaire d'un enfant de province qui est devenu maître d'un continent, qui continue de fasciner, d'inspirer, de questionner. Napoléon est peut-être la preuve que le destin des hommes, même les plus grands, est toujours plus complexe que les légendes qu'on en fait. Il était à la fois un libérateur et un tyran, un génie et un homme aveuglé par son propre ego, un bâtisseur et un destructeur.